Heureux de vous retrouver sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Départ du président de la République pour la République d'Inde. Et Washington pose ses conditions quant à, bien sûr, la résolution du conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté donc aujourd'hui, samedi, la capitale à destination de l'Inde, où il prendra part aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents à une conférence internationale sur l'énergie solaire. Alors, pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors, quels sont les différents points inscrits à l'ordre du jour de la visite du président Guelleh en Inde? Tout d'abord, bonjour Ahmed. Et l'objectif principal est que 100% de l'énergie propre soit donc mise à l'horizon 2021 à la place de l'énergie solaire, Ahmed, dont l'ambitieux processus mondial de lutte contre le réchauffement climatique sera au centre des discussions de cette conférence internationale. L'exemple de l'Inde, modèle de pays qui sut rapidement réduire sa dépendance à l'énergie fossile, sera longuement évoqué au cours de cette rencontre. Les débats montreront donc particulièrement en lumière combien un engagement politique fort est une source de succès dans les transitions énergétiques d'un pays. La République de Djibouti est en phase avec les idéaux poursuivis par cette conférence internationale. Notre pays fait partie des nations qui ont adopté un des programmes les plus drastiques au monde en vue de recourir très prochainement à une énergie exclusivement propre. Objectif 100% d'énergie propre à l'horizon 2021 institué à Djibouti traduit bien cette volonté politique diligentée au plus haut sommet par le président de la République lui-même. Tout est mis en œuvre chez nous pour nous nouer rapidement avec les exploitations optimales des énergies renouvelables. Djibouti a déjà largement entamé le processus de prospection et de rentabilisation des dispositions Ahmed solaires, éoliennes et géothermiques. En dehors de cette volonté politique, notre pays affiche également sa détermination à accéder à une énergie intégralement propre à travers un ambitieux processus de partenariat technique et technologique avec plusieurs pays Ahmed amis et des sociétés privées de renommée mondiale. Outre sa participation à cette conférence sur l'énergie solaire, Ahmed, le président Guelleh mettra, comme à l'accoutumée, au profit donc de ce département en Inde pour donc s'entretenir avec les principaux responsables politiques de ce pays, le président donc et le premier ministre Narendra Modi. Il s'entretiendra également avec plusieurs autres de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays qui participeront donc à ce sommet en Inde, à une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, accompagne le président en Inde. Merci Fardous. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a eu donc un entretien avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Cette rencontre donc a eu lieu à l'Institut diplomatique en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et des responsables du département des Affaires étrangères. Cette réunion a porté donc sur les bonnes relations de coopération existant donc entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Et le chef de la diplomatie djiboutienne a souhaité donc la bienvenue à son homologue américain. La venue de Rex Tillerson démontre encore une fois l'importance qu'accorde l'administration Trump à notre pays, tout en sachant que Djibouti accueille la plus grande base militaire américaine en Afrique. Rappelons que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est en tournée en officiel donc dans la sous-région après Djibouti. Donc il s'est rendu au Kenya et son périple conduira ensuite à N'Djamena, la capitale du Tchad.
Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu hier soir au CDC du quartier 3 afin d'assister donc aux différentes animations du CDC, et cela pour marquer et encourager donc davantage les responsables de ce CDC à qui son département avait octroyé le titre de meilleur CDC hier. Accompagné donc de la directrice des CDC, Ruqiyya Hassan, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a d'abord rencontré le club de Dakaito du CDC, et qui lui ont fait donc une démonstration de cette belle discipline qui est de plus en plus pratiquée à Djibouti. Le secrétaire d'État a ensuite donc terminé la soirée en regardant avec les jeunes le film Le Roi Lion, qui est un film donc culte très apprécié par les jeunes. Les parents n'ont pas manqué de remercier la politique mise en place par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour développer les activités du CDC et ont félicité le directeur du CDC pour son travail remarquable. Les réunions consacrées au bilan à mi-parcours du projet de gouvernance et de développement du secteur privé et financier se sont poursuivies donc jeudi dernier au Djibouti Palace Kempinski. Cette quatrième réunion qui a regroupé la mission de la Banque mondiale en charge du dossier de Djibouti et les institutions financières de la place de Djibouti a porté sur un indicateur très important dans les réformes de l'environnement, du climat, des affaires contenues dans le rapport Doing Business. Il s'agit de l'indicateur de l'obtention de prêts avec la mise en place d'un registre de crédit et de garantie. La réunion présidée donc par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, le directeur général de l'ANPI, Mahdi Darar, le représentant résident de la Banque mondiale à Toussek et en présence de l'ensemble des représentants des banques en activité à Djibouti, a débattu de l'état d'avancement dans la mise en place d'un registre de crédit et d'un registre de garantie dans notre pays, ainsi que les contraintes et challenges à surmonter par la communauté bancaire pour implémenter ces nouveaux systèmes d'information modernes. L'étude de la mise en place de cette réforme, qui est aujourd'hui au cours donc de finalisation, intervient après une série de lois aujourd'hui en vigueur visant à assainir le secteur financier djiboutien avec entre autres la couverture, l'étendue et l'accessibilité des informations de manière à résoudre le problème, selon les spécialistes, d'asymétrie d'information et de l'aléa moral entre les prêteurs et les emprunteurs. Cette réforme majeure vise à compléter donc l'arsenal juridique en matière financière et donc garantir la surveillance et l'évaluation de la stabilité donc du secteur financier et par extension les investisseurs internationaux qui souhaitent s'installer en République de Djibouti. Il faut savoir également que l'évolution du classement par indicateur du rapport Doing Business entre 2017 et 2018 et sur cet indicateur de l'obtention de prêts, Djibouti est passé de la 181e à la 183e place en perdant 2 places. Le défi pour le gouvernement et les institutions financières, et plus particulièrement la Banque centrale, c'est de changer la donne et se conformer aux normes en vigueur en la matière à travers le monde. Une cérémonie de signature de contrat donc s'est déroulée ce week-end dans l'enceinte de l'ambassade du Japon entre l'ambassadeur du Japon et la représentante de l'ONG japonaise ICANN. Le contrat porte sur un don de 900 000 $ au profit de cette association qui soutient et apporte une contribution à l'amélioration des conditions de vie des enfants migrants en République de Djibouti. La cérémonie de signature en présence donc de la représentante du HCR et de l'ONARS, la représentante de l'ONG japonaise, ICANN, a remercié l'ambassade du Japon pour ce don qui va renforcer les activités de l'ONG ICANN. Le projet de protection des enfants au Djibouti, y compris le gouvernement japonais, et ONAS, UNHCR, CSSW, etc., qui sont des partenaires. Enfin, et surtout, je voudrais remercier l'ambassade de Tokyo d'avoir mis en place un tel lieu aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le HCR apprécie à sa juste valeur cette cérémonie de donation de dons en faveur d'ICANN. Comme vous le savez, ICANN est le nouveau partenaire du HCR dans le cadre de son programme de protection de l'enfance. Et le HCR est honoré et très fier de travailler avec une organisation aussi expérimentée. Nous sommes très fiers de votre soutien, vraiment exemplaire à tout égard,
et là, à ICANN également, d'apporter son soutien dans les domaines de la protection de l'enfance. Et nous souhaitons que, pas seulement soutenir les actions au village de Markazi, mais d'élargir également au village de Ali Adde, au village de Hol pour prendre en charge les conditions de vie de ces enfants pour avoir une vie digne où la protection donc, de leurs droits est respectée. Et pour sa part, l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est réjoui de prendre part donc, au démarrage de nouvelles activités de l'ONG ICANN. Grâce à ce don conséquent, il a félicité l'ONG japonaise qui travaille à Djibouti depuis 2016. On l'écoute. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui à l'ambassade pour procéder aux signatures du contrat de don pour le financement des activités à mettre en œuvre à Djibouti. En effet, il s'agit d'autour de 900 000 $ américains pour soutenir et développer les activités qui sera mise en œuvre par le soin de ICANN, l'ONG japonais, en faveur des activités pour apporter le soutien aux immigrés. Je souligne que ICANN, malgré ses effectifs limités, apporte une contribution significative pour l'amélioration des conditions de vie des migrants et des populations locaux à Djibouti depuis 2016. Les défis liés à l'immigration, c'est un grand, très importante ici dans la République de Djibouti, qui est entourée des pays instables et quelquefois fragilisés. Et dans ce contexte, les autorités djiboutiennes assument un rôle important à travers leurs différents travaux pour bien recevoir ces migrants et aussi afin d'apporter des soutiens aux populations locales également. Toujours en nouvelle nationale, l'association professionnelle des contrôleuses aériennes djiboutiennes existe depuis donc quelques années, a été créée par deux passionnés du métier des contrôleuses aériennes, à savoir Nimrou Abdi Aden, la douanière avec bientôt 15 ans de service au sein de la tour de contrôle de l'aéroport de Djibouti, et Bilan Mahmoud Moumine, 5 ans de service de contrôleuse aérienne chevronnée à l'instar de sa collègue et fille d'un ancien pilote. Les deux contrôleuses donc aériennes ont été recrutées formés dans plusieurs centres et écoles internationaux suite à l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui a décrété que les femmes avaient également leur quota et pouvaient s'engager dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Elles sont également 11, les jeunes filles, à officier donc de la tour de contrôle de Djibouti, et avec 18 garçons. Ces 11 filles et 18 garçons donc sont tous polyglottes et membres de l'association professionnelle des contrôleuses aériennes. Toutes et tous accomplissent avec brio leurs tâches difficiles de contrôleuses et contrôleurs aériens. Pour plus de précision, écoutons donc les explications de Bilan Mahmoud Moumine. C'est un métier qui était plus ou moins hostile aux femmes, mais aujourd'hui, grâce à la politique du président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, on a eu la chance d'avoir plus de femmes, surtout cette année. On était 2 l'année dernière. Aujourd'hui, grâce à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, on est 11, soit 37% des contrôleurs aériens actifs au jour d'aujourd'hui. Effectivement, on s'intègre avec nos collègues, on travaille de pair, bien sûr, avec les hommes, mais c'est une fierté plus qu'autre chose d'avoir un nombre conséquent de femmes et que le métier s'ouvre de plus en plus aux femmes. C'est vraiment une fierté. Et bien sûr, on connaît l'effort qu'a fait M. le Président de la République, son Excellence M. Guelleh, pour qu'on arrive jusqu'ici.
Le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction de l'élevage et des services vétérinaires, organise un séminaire portant sur la surveillance et contrôle des maladies animales prioritaires durant 3 jours pour les auxiliaires d'élevage, les facilitateurs de champs écoles agropastoraux et les agents de services vétérinaires déconcentrés des régions du nord du pays du 6 au 8 mars au conseil régional de Tadjoura. Ce séminaire a été donc organisé sous le patronage du ministère de l'Agriculture et sous la supervision générale de la représentante de la FAO et auprès de l'IGAD. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet EC-SHARE de sécurisation des systèmes pastoraux financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la FAO sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Ce projet a comme priorité donc stratégique la sécurisation des systèmes pastoraux, le renforcement de la résilience des populations pastorales aux difficultés du milieu et plus particulièrement la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire en République de Djibouti. Cette manifestation voit la participation d'une 50aine d'acteurs, notamment les auxiliaires d'élevage de plusieurs localités des 2 régions du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. L'animal peut détruire tout un troupeau. Et je pense que les éleveurs qui sont ici, même s'ils ne connaissaient pas le proverbe, ils savent que cela, ça se passe bien dans leur troupeau. Cet atelier est la bienvenue, parce que c'est les animaux qui nous nourrissent, et cette opportunité de nous offrir de soigner le bétail est une chose très importante. Cet atelier débouche sur un travail de terrain, de diagnostic, et qu'on aille un peu plus dans l'amélioration de cette santé animale. L'agropastoralisme, en général, est une priorité du conseil régional. Je la mets vraiment en avant parce que c'est ça qui peut nourrir l'être humain. L'agriculture et l'élevage. Quand on combine, c'est l'agro-pastoral. Sur quel mode d'agro-pastoralisme nous devrons travailler? Et pour plus de précision, écoutons également les interventions du représentant de la FAO et du directeur de la pêche. Cette formation, comme vous le savez, porte sur la surveillance et le contrôle des maladies animales prioritaires et destinée principalement aux auxiliaires d'élevage, aux agents vétérinaires des services déconcentrés et aux facilitateurs des champs écoles agropastoraux. Elle a comme objectif principal de recycler en santé animale de base les praticiens vétérinaires en milieu rural afin de leur permettre de pouvoir reconnaître et traiter les maladies animales prioritaires et de prévenir toute propagation de pathogènes pour sécuriser les moyens d'existence des éleveurs et mieux se préparer à faire face aux risques sanitaires aussi bien chez les humains que chez les animaux. Et également de préserver la santé humaine en mettant à la disposition des consommateurs djiboutiens des produits denrées d'origine animale sains. Mesdames, Messieurs, pour contrôler les maladies animales, il faut une bonne surveillance. Elle fournit des informations pertinentes et disponibles rapidement. C'est un outil indispensable pour détecter précocement les maladies et faciliter leur contrôle. Bien entendu, cela suppose une bonne structure de services vétérinaires s'appuyant sur des acteurs de terrain performants. Actuellement, les capacités de services vétérinaires sont renforcées, les postes vétérinaires rénovés et équipés grâce au projet EC-SHARE. Chaque année, les acteurs de terrain et les auxiliaires de santé animale bénéficient d'un recyclage. Tout est donc réuni aujourd'hui pour mettre en œuvre un système de surveillance efficace et durable. Cette formation donnée aux ressortissants des régions met l'accent sur la redynamisation du système de surveillance et la bonne collaboration entre les services vétérinaires et les acteurs de terrain. Il ne fait aucun doute que l'objectif sera atteint, en l'occurrence un système de surveillance réactif et formalisé.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes, les gendarmes en poste au PK51 en collaboration avec les agents de la douane ont intercepté hier donc un bus par son propriétaire au niveau du poste de contrôle du PK51. Au cours d'une fouille donc minutieuse et effectuée sur le véhicule, les gendarmes ont découvert donc une marchandise de contrebande composée de 340 bottes de 4 d'une valeur donc marchand de 500 000 de nos francs. Cette marchandise donc a été transportée par ce bus depuis la frontière de Galilée. Au cours donc de l'interrogatoire, le conducteur de bus a bel et bien donc reconnaître le propriétaire de 340 bottes de 4 provenant de la contrebande qui lui a été donc envoyée par un individu qui se trouve en Éthiopie. L'intégralité de la marchandise a été détruite par le feu, par les gendarmes en présence des agents de la douane, et le bus ayant servi au transport de celui-ci a été immobilisé à la brigade d'Arta. La personne impliquée sera déférée devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Donc Fardous, Emmanuel Macron est en Inde. Donc depuis hier, 13 milliards d'euros de contrats ont été signés. Tout à fait, donc des entreprises françaises et indiennes ont signé donc pour 13 milliards d'euros de contrats et accords à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Parmi ces contrats, Ahmed, et accords commerciaux figure donc un contrat de 12 milliards d'euros pour la fourniture et la maintenance par Safran de moteurs pour la compagnie aérienne à bas prix indienne SpiceJet. Un contrat avec Suez pour la distribution d'eau potable et la modernisation du réseau de la ville d'Evran-Gers, et un contrat entre Air Liquide et Serlit Tchèque ont également été annoncés. Cette première visite en Inde d'Emmanuel Macron, le président français donc qui durera jusqu'à lundi, le président français souhaite que la France prenne la place du Royaume-Uni comme partenaire de référence en Inde, en Europe, en profitant du départ des Britanniques de l'Union européenne l'an prochain. Plusieurs accords entre les deux États ont également été annoncés par la présidence française sur notamment les échanges d'informations classifiées, la fourniture de soutien logistique réciproque entre les forces armées, la migration, la mobilité et la coopération dans le développement urbain et durable. Et enfin, dans Fardous, en Corée du Nord, Washington pose ses conditions. Eh bien donc la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est confirmée à condition que Pyongyang respecte ses promesses, a indiqué la Maison Blanche. Impensable, il y a quelques semaines, Donald Trump a accepté de rencontrer le président nord-coréen, mais cette réunion qui durera sous condition. La première certitude, la Corée du Nord a promis d'ici là de cesser ses essais nucléaires et tests de missiles. Depuis la fin des Jeux Olympiques d'hiver, les relations entre les deux Corées se sont nettement réchauffées, Ahmed. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.